Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est en tant qu'homme de repentance que je me présente à vous aujourd'hui. En effet, une erreur a été commise et mérite réparation. Le 1er juillet dernier était diffusé l'épisode numéro 3 de A Spoil to the Pass sur Fantôme contre Fantôme. Lors de la fin de l'épisode, certains collaborateurs ne purent s'empêcher de me faire remarquer une intolérable erreur commise à l'écrit lors du générique final. La dite erreur, la voici. J'ai donc dû prendre immédiatement les mesures qui s'imposaient afin de régler cette situation de crise. Ce communiqué fera donc office, comme promis, d'excuse publique. Luna, pardon. Je vous laisse dès à présent à votre divertissement. Merci de votre attention. Bon visionnage. Et bon spoil. Non, je te dis, j'ai fermé la clé et je suis monté juste au-dessus. Il pouvait y avoir personne chez moi. Et l'affiche n'est plus là? Non, ça me rend dingue. J'ai fouillé partout. Du coup, je peux pas la mettre à la suite des autres sur mon mur. Ça me rend... Allô? eBay? Gaël? Wow. Ce n'est pas du tout la musique de ce film. Allez, décroche, Tibé. Ah. Oh, non, c'était rien, juste un vaisseau extraterrestre qui devait se diriger vers une certaine ville américaine. Ouais, j'avais commandé ça le mois dernier, mais bon, vu la date, à mon avis, eux aussi, ils doivent utiliser Chronopost, hein. Bon, je vais avoir besoin de toi pour qu'on parodie ensemble les personnages du film dont je vais être obligé de parler aujourd'hui. Et pour ton affiche volée? On y reviendra, t'en fais pas. On s'en est pas déjà servi dans mon deuxième épisode? Et toi, t'étais pas censé sortir cette vidéo le 2 juillet? Oh, bah oui, c'est facile de dire ça quand on attend sagement un épisode vautré dans son canapé, hein? Tu sais comment c'est dur de devoir gérer tous les problèmes techniques quand on est aussi nul que moi en informatique, hein? Gérer les problèmes de montage, les problèmes de post-prod, L'histoire de ce film commence donc le 2 juillet et on va faire un rapide survol du premier acte du film car il met surtout les personnages en place. Ouais, 45 minutes pour mettre 3 personnages principaux en place et une tripotée de personnages secondaires dont on va se foutre mais pendant 90% du film. Bon, un bruit de métal de l'espace commence à alerter un membre très occupé du SETI au Nouveau-Mexique qui relaie l'information. On fait directement entrer en scène le président, joué par Bill Pullman, qui est controversé à cause de son jeune âge mais qui reste cool et se satisfait d'être élu l'un des 10 hommes les plus sexy d'Amérique par un canard régional. Ouais, c'est sûr que c'est pas en France qu'on verrait ça. Et voilà, évincé de YouTube après seulement 4 vidéos. Qui le crut? Non, attendez, partez pas, c'était une blague. Abonnez-vous. Il est au fait que des casseroles font du boucan non loin de la Terre, Jeff Goldblum est révélé en tant que fils attentionné mais qui met quand même son papa minable aux échecs, vient ensuite la famille de second plan mais qui aura son petit rôle crucial car le père s'est fait enlever par des extraterrestres des années auparavant et donc connaît leur existence même si personne ne veut le croire. Vient ensuite la réunion au Pentagone avec l'incrédule, le bourrin et le raisonnable. Non, c'est l'inverse. Le raisonnable, c'est lui, là. Oui, avec l'uniforme. Oui, je sais, à Hollywood, on n'hésite pas à se salir les mains en renversant le cliché du militaire qui veut tout atomiser tête baissée. Les ovnis arrivent sur Terre et se dirigent vers les grandes villes du monde alors que Will Smith se réveille en compagnie de sa petite famille. Les vaisseaux extraterrestres se révèlent enfin et ils sont gigantesques. Ils viennent s'arrêter au-dessus de monuments importants et le président a un éclair de lucidité. Il doit y avoir des tas de gens qui ont peur maintenant. Oui, des milliards sûrement.
Jeff Goldblum, qui s'appelle d'ailleurs David dans le film, comprend qu'ils vont être attaqués de manière synchronisée par les extraterrestres et doit faire face à son collègue qui est mal à l'aise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il faut que j'appelle mon frère! Il faut que j'appelle ma femme de ménage! Il faut que j'appelle mon avocat! Là, oublions mon avocat! Ou plutôt qui met mal à l'aise. Le président demande à la population d'évacuer les grandes villes dans le calme, ce qui est évidemment respecté. Puis Will Smith, qui incarne le capitaine Steve Hiller, doit rejoindre la base militaire tout en ayant l'espoir que ces extraterrestres soient pacifiques. Je crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour venir déclencher une guerre. Hé hé hé, tu te plantes tellement sur ce coup-là. On s'intéresse ensuite un peu plus à sa petite amie qui doit à son tour quitter LA et le rejoindre à la base militaire en plaquant son unique job de stripteaseuse. Pendant ce temps, David, conduit par son père, doit prévenir la Maison Blanche de l'attaque imminente qui va frapper. Ils y entrent grâce à la conseillère du président, qui est son ex-femme, et là, il pose ses bollocks dans le bureau ovale en disant à tout l'état-major que lui, simple civil, a pu décrypter un message codé en provenance des vaisseaux extraterrestres alors que ni la NASA, ni aucun autre institut n'a su le faire. Ils sont donc hostiles, et tout le monde doit évacuer la Maison Blanche. Ils montent donc à bord d'Air Force One afin de quitter Washington et nous arrivons à la Fin du compte à rebours. Merci David, on va enfin pouvoir commencer les choses sérieuses. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Oh mon Dieu! Oui, allô? IB, c'est une catastrophe, j'ai commencé à parler du film alors que l'affiche n'est pas au mur, c'est contre les règles! Ah, t'inquiète pas, on trouvera un moyen. Mais, elle est où cette affiche? Oh. J'ai trouvé notre mission. Bien, afin de pouvoir continuer cet épisode, je mets une fausse affiche incrustée ici, le temps qu'on aille récupérer la vraie avec IB. Deuxième acte, les extraterrestres sont évidemment hostiles comme je l'avais dit auparavant, et les vaisseaux tirent un rayon destructeur sur les villes. Regarde! Attendez, j'ai bien entendu là? Regarde! Mais oui, je le répète, j'adore la VF. Mais dans ce film, ils ont complètement craqué sur les voies de remplissage. Je veux bien que de temps à autre, certains figurants ou personnages tertiaires aient une réplique complètement débile, mais à un tel niveau de catastrophe et de danger immédiat, un mec qui te dit « Regarde! Ben c'est long, je suis désolé. » Regarde! En plus, c'est ce mec-là, il a sa fille dans les bras, juste cours, mec. Regarde, fiston, une explosion. Mais papa, on devrait pas courir? Dévastation, 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 on voit que même les buildings sont soufflés par l'explosion surpuissante du rayon et les personnages principaux s'en sortent in extremis avec Air Force One. Pendant ce temps à Los Angeles, la copine de Steve se retrouve bloquée avec son fils et Boomer le chien dans un tunnel. Alors que le souffle de feu se rapproche inéluctablement, elle décide de fuir et de se réfugier sur un côté du tunnel dans un renfoncement protégé par une porte. Elle entre là-dedans avec son fils et le chien les rejoindra mais sans fermer la porte. Mais heureusement pour eux, le tunnel est bien plus solide que les buildings de la ville et ne sera pas soufflé tel un vulgaire château de cartes au vent. Et ils ne finiront pas non plus brûlés par le feu et la chaleur insupportable ou asphyxiés par la fumée malgré le fait que la porte soit restée ouverte. Cette explosion était beaucoup trop polie. Alerte plagiat, alerte plagiat. Quoi? Non, attendez, déjà? Non, s'il vous plaît, me censurez pas, c'est mon 4ème épisode, et puis c'est pas vraiment du plagiat, c'est juste une blague comme il en existe des... Je crois pas que ça va être un peu chaud d'arriver là où on veut aller dans ce véhicule. Tu sais piloter un Aston? Non. Bah, roule, c'est vert. La copine de Steve, son fils et Boomer sont sains et saufs. Elle a quand même les cheveux bien ébouriffés. Ne déconnons pas. Les Américains, ne baissant jamais les bras, décident de contre-attaquer instantanément en envoyant les avions de l'armée de front sur les vaisseaux. Objectif, les éliminer en faisant feu à volonté à coups de missiles. Mais attendez, si vous faites ça et que le vaisseau s'écrase au sol, vu sa gigantesque taille, il ne risque pas de faire des milliers de morts en plus? Feu à volonté! Feu à volonté! Ah bon, bah je ferme ma gueule, très bien. Échec total des missiles, dû au bouclier de protection sur le vaisseau. Puis les extraterrestres ripostent avec des vaisseaux individuels exterminant les escadrons militaires. Ne faudrait-il pas arrêter cette mission maintenant? On les perd! Bon alors faites-les rentrer! Ah, merci monsieur le président. Mais bon, je l'ai dit en premier. Steve et son pote, les deux seuls rescapés côté humain, sont pris en chasse par deux astronefs aliens. Une colle aux fesses, c'est pédé, grand chef! Steve, le seul rescapé humain, est pris en chasse par un seul astronef. L'autre ayant rempli sa mission, qui était sûrement de détruire un avion individuel, est rentré. Voilà. Ils détruisent des millions de vies avec un rayon, mais alors par contre en combat aérien, c'est le fair play. Hein. C'est bien, c'est bien. Ouais. Continue. Pour les besoins du scénario, l'astronef perd son bouclier contre le parachute dévastateur de Steve et s'écrase dans le désert. Non mais soyons d'accord. Il n'a aucune raison de plus avoir de bouclier. À moins que le tissu le désactive à son contact direct. Non, c'est absolument pas possible.
Du coup désolé mais je m'octroie de temps à autre désormais la possibilité d'invoquer l'appel du scénario. Steve est super pas content, il va casser la gueule à l'alien. En un coup de poing, il le met KO et après il s'allume un petit cigare parce qu'il faut bien un peu de légèreté dans ce monde de brutes. D'ailleurs, c'est quoi ce cri de l'alien quand il sort? Sa copine est non seulement saine et sauve, mais trouve de surcroît un camion en parfait état de marche au milieu des ruines de Los Angeles. Pendant ce temps, dans Air Force One, le gros bourrin veut utiliser la frappe nucléaire sur les vaisseaux ennemis, mais le président s'offusque en lui disant qu'au-dessus du sol américain, cela sacrifiera encore des civils. Mais attendez, si vous faites ça et que le vaisseau s'écrase au sol, vu sa gigantesque taille, il ne risque pas de faire des milliers de morts en plus. Sans déconner, putain, mais oui! Du coup, tout le monde s'engueule, et puis le père de David leur rappelle à tous que les réponses sont en zone 51, puisqu'ils ont trouvé un astronef à Roswell il y a des dizaines d'années. Et oui, le vieux juif a plus de réflexion que les conseillers du président. Force est de constater qu'après avoir réécouté une partie de la vidéo, certaines personnes pourraient y voir ici une blague antisémite de mauvais goût. Alors, messieurs dames les tordus du ciboulot et autres théoristes du complot, sachez qu'il n'en est rien. Et puis au pire, plaire à tous n'est pas possible. Ce n'est même pas donné à Dieu. Et alors qu'à bord de son beau camion, Yasmine retrouve des survivants dans Los Angeles, dont la femme du président. Ah, ces fameux tunnels de LA où même les hélicos sont protégés. Steve rencontre le convoi de caravane de la famille de second plan et leur demande d'aller vers la zone 51 où justement Air Force One va atterrir quelques instants après. Et maintenant, retrouvons Quand l'astronomie explique tout avec notre spécialiste. Oui, c'est bon, c'est parfaitement aligné. Nos personnages principaux vont se retrouver ici. Les occupants de l'avion découvrent donc le labo secret et les infos utiles sur les aliens, à savoir qu'ils sont vulnérables et qu'ils ont besoin de conditions de vie similaires à celles des humains. Pendant ce temps, Steve et tous ses nouveaux potes les Romano peuvent entrer dans la zone militaire la plus inaccessible du monde juste en montrant aux gardes la tronche baveuse de l'extraterrestre. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir. C'est une soirée privée. Vous avez des invitations? Allez-y, rentrez. Du coup, l'extraterrestre est emmené au laboratoire alors que Steve apprend que son ancienne base a été totalement détruite, mettant fin à ses espoirs de retrouver sa nana qui arrive à ce même instant à la dite base et découvre que ses espoirs de revoir son capitaine sont anéantis. Mais on s'en fout de l'amourette, regardons plutôt les médecins scientifiques essayer d'ouvrir l'alien, encore en vie, et hostile, sans aucune sécurité dans la salle d'opération. Quelle brillante idée! Ah bah oui, ça va, en même temps, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, là? Attendez, il fait un bruit de chat? Non, sans déconner, il fait un bruit de chat. Il est en tout cas télépathe et tente d'entrer dans la tête du président avant de se faire abattre par les militaires. En faisant un bruit de chat, non mais je l'avais dit, je le savais, ce sont en fait des chats. L'alien ayant transmis par télépathie ses connaissances au président, ce dernier décide finalement d'utiliser la frappe nucléaire afin de détruire les vaisseaux car les extraterrestres veulent tout simplement les éradiquer pour piller les ressources de la planète. Mais ça foire, du coup la mission est de nouveau abandonnée. Et oui, alors que la première dame est mourante et Yasmine totalement désespérée, Steve surgit à bord de son hélicoptère pour les récupérer, car il ne faut jamais perdre espoir. Yeah! Will Smith a encore sauvé tout le monde! Maman dort maintenant. Presque tout le monde. T'es sûr que ça va marcher? Ça va marcher. Il devait y avoir, je ne sais pas, dans ce cahier des charges, un autre personnage, un personnage principal, réfléchi, calme, intelligent, Mais qu'est-ce que tu fais? Je fous le bordel! Après une vague perte d'espoir de la part de David, son père lui donne involontairement l'idée de pirater informatiquement le vaisseau mère extraterrestre afin de désactiver l'intégralité des boucliers pour que les forces de l'aviation militaire puissent venir à bout des gigantesques vaisseaux sur Terre par attaque coordonnée. Quoi? Oui, en d'autres termes, les extraterrestres utilisent vraisemblablement... Après un débat un peu houleux sur le comment et le pourquoi de la chose, Steve prend les choses en main.
J'ai vu ces engins en action, je connais parfaitement leurs possibilités de manœuvre. Ah bah oui mec, c'est sûr, tu t'es fait poursuivre une fois par un alien pendant environ 2 minutes et du coup tu connais toutes les fonctionnalités du vaisseau et comment le piloter les doigts dans le nez. Ah bah lui, tu vois, il sait le faire. Mais c'est de la frime. N'empêche, sans parler d'astronef, ça aurait été nettement plus rapide en métro, l'aller-retour. Des questions? Non, démerdez-vous puisque vous avez la solution à tout, allez-y. La contre-attaque mondiale s'organise donc et les militaires ont besoin de pilotes pour aider dans la bataille. Alors, personnage secondaire Sue ayant déjà été en contact avec les extraterrestres et voulant retrouver l'admiration de ses 3 enfants arrive au premier plan. Je vous lâcherai pas. Ah oui, Russell Case. Mais on n'a pas le temps pour lui. Voilà, Steve et Yasmine se marient enfin. David et sa femme sont leurs témoins, et là, se frôlent la main et se retrouvent. Oh, comme c'est mignon. Allez, la suite. Le président fait un beau discours pour motiver tout le monde, puis embarque à bord d'un avion car il était pilote lui aussi avant. Au fond, on en est, je vais vous dire. Tout le monde fait ses au revoir et ainsi David et Steve décollent vers le vaisseau mère à bord de l'astronef. Une fois dedans, David implante le virus. Le virus est dedans. Ah, de la frime, hein. Ouais, ta gueule, ta gueule. Regarde, j'ai reçu le mail de confirmation. Tu reçois ton colis dans 2 jours, le 6 juillet. Bon, c'est nickel. Ouais. Du coup, les avions de chasse peuvent attaquer le vaisseau, le président en tête. Mais les extraterrestres ripostent avec leur flotte et la bataille s'engage. De leur côté, David et Steve, qui essayent de s'enfuir, attisent la curiosité de Jean-Michel Réception des Vaisseaux, qui ouvre le panneau de leur astronef afin de voir qui est aux commandes. Attendez, vous êtes sérieux? Il a pas eu le temps de les voir, là? Non. Oh, mais c'est super, ils ont mis Jean-Michel Myope au poste de réception des vaisseaux. C'est à croire que leur administration fonctionne aussi bien que la nôtre. Bon. Bon, du coup, ils méritent peut-être d'avoir la Terre. Ils ont l'air à la hauteur. Pendant ce temps sur Terre, les avions de chasse se font tous dégommer par les astronefs alors que le vaisseau principal vient de se placer au-dessus de la zone 51, chargeant son rayon destructeur. Ça m'a l'air clairement perdu, hein. Il reste le président et 2-3 autres Pékins en vie et ils ont plus aucun missile. J'ai été retardé par ces connards. Je suis chargé à bloc. Ah oui, Russell Case, il lui reste un missile. C'est gagné. C'est bloqué. C'est perdu. Rendez-moi un service. Dites à mes enfants que je les aime infiniment. Le con, il va le faire dans la dignité. Va te faire foutre. Il va le faire tout court. Et il l'a fait. Son sacrifice permet la destruction par l'intérieur du titanesque vaisseau qui s'apprêtait à frapper la base et qui du coup, oh mon dieu, mais va s'écraser en plein dessus, se déplace de quelques kilomètres afin d'aller s'écraser dans les montagnes plutôt qu'au-dessus de la zone 51 où il était en vol stationnaire avant l'explosion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ils sont bons perdants finalement, c'est bien. Revenons à nos 2 héros piégés dans le vaisseau mère. Se sachant désormais condamnés, ils décident de troller une dernière fois Jean-Michel Myope avant d'envoyer le missile nucléaire. Encore ces foutus bruits de chat? Mais alors? Attendez, fais un bruit de chat. En faisant un bruit de chat, non mais je l'avais dit. Ça veut dire que j'avais raison depuis le début? Tu as découvert notre secret, humain. Tu ne me laisses pas le choix. Je suis désolé. Tu étais pourtant mon humain préféré. Ah, plutôt que de taper un délire, tu veux pas conclure, j'en ai marre là. Ouais. Ils arrivent à se libérer, ils s'en sortent, le vaisseau mère explose, tout le monde se réjouit, Will Smith fait une blague au gamin, c'est la fin. Oh putain, je peux enfin enlever cette merde là. Mais au fait, pourquoi c'est pas moi qui ai fait Will Smith? Oui. Votre colis pour la livraison du 6 juillet. Vous travaillez pour Chronopost? T'avais raison, eBay, ça a marché. Et sans astronef.
Arthur avait à peine 16 ans que de son village il était le plus grand. Arthur, fier paysan.